Merci beaucoup de votre ouverture, merci de votre accueil et merci de me donner l'occasion de présenter ce que je pense de l'utilité de l'examen de gestion. Alors, l'examen de gestion, on l'a dit, je le redis, est déterminé par la loi et le Code nous dit l'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'Assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observation. Alors, l'utilité de cet examen de gestion, on pourrait en parler de différentes façons, et j'ai choisi de vous en parler à partir d'une étude qui n'est pas encore sortie sur un total de 1366 observations extraites des rapports d'observation définitive de 111 collectivités de métropole, 8 régions, 13 départements, 70 communes et 20 intercommunalités, entre 2008 et 2016 pour les faits, et entre 2015 et 2017 pour la date de délibération définitive. Et cette étude va bientôt être publiée. Elle a été effectuée par un collègue, M. Marc Leroy, qui est professeur à l'Université de Reims et qui est, avec moi, vice-président de la Société française de finances publiques. Donc c'est une étude concrète pour voir très concrètement l'intérieur de ces rapports d'observation, sur quoi ça porte. Sur les 1366 observations étudiées, 713 sont des observations formelles, mises en avant par les chambres régionales des comptes, soit 52%, c'est-à-dire quand il y a le rapport d'observation, on met en avant des observations formelles, et puis 653, soit 48%, sont extraites du rapport d'observation définitive, mais non mises en avant, mais l'étude les a un petit peu justement mises en avant. Alors, nous l'avons dit, je le redis, l'utilité de l'examen de gestion, c'est finalement exercer ce qui, sous l'Ancien Régime, s'appelait le droit de réprimande, c'est réprimander un certain nombre de comportements critiquables en vue de les améliorer. Et on sait que la procédure va permettre de les améliorer, puisque ce sera délibéré, ce sera discuté par le Conseil, et qu'on aura une obligation de suivi. Première partie, la nature des observations, eh bien, elle a pour utilité de dénoncer 3 catégories de problèmes. Ces 3 catégories de problèmes, nous les trouvons dans l'enquête, mais nous les trouvons un peu partout dans les rapports d'observation. Premièrement, la régularité quand une règle de droit n'est pas respectée. Et sur ce point de la régularité, il faut bien examiner comment la Chambre travaille. La Chambre a sur sa gauche l'interdiction de faire du contrôle de l'opportunité et sur sa droite, elle a aussi l'interdiction de faire du contrôle de légalité qui ne relève pas de sa compétence. Donc elle doit faire un contrôle où elle va dire si oui ou non la loi est ou non respecté. C'est quelque chose d'utile, c'est premier. Ensuite, deuxième problème, la gestion. La Chambre régionale des comptes examine la qualité de la gestion en disant oui, elle peut être critiquable, il y a des choses qui peuvent être commentées. Et puis, troisième point, troisième problème, la démocratie. Quand un manquement à l'information des élus, à la transparence des décisions ou à la qualité des délibérations est relevé, eh bien, la Chambre régionale des comptes a l'obligation de dénoncer ces manquements à la transparence, à la démocratie. Sur les 1366 observations, 55,5% relèvent d'une seule catégorie. Quelle est, à votre avis, la catégorie qui émerge le plus? Eh bien, c'est les observations sur la gestion, qui font à elles seules le tiers. Les autres 44,5% relèvent de plusieurs catégories, c'est-à-dire que les observations concernent non seulement l'un des trois points, mais il y en a plusieurs.
peu concernent les 3 catégories, 2%, beaucoup concernent 2 catégories. Et 29% de ces observations touchent la régularité et la gestion. Ensuite, on a seulement 12% pour régularité et démocratie et 2% sur gestion et démocratie. Au final, les observations les plus nombreuses sont les observations sur la gestion qui font à elles seules 46% du total. En deuxième, nous avons la régularité, 41% du total, et en dernier, les observations sur la démocratie. Par niveau, cette tendance se retrouve pour les observations de gestion, 59% pour les régions, 52% pour les départements, 45% pour les communes et pour les intercommunalités. La gravité des observations confirme la répartition par nature. Tout d'abord, 21% des observations présentent un caractère grave. Donc la gravité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des observations qui touchent des comportements caractérisés par un montant financier important ou la nature du manquement. Et la récidive, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a déjà été contrôlé, qui a déjà été signalé dans un rapport et qui est renouvelé. 2/3 des observations les plus graves concernent à la fois les questions de régularité et de gestion. En effet, quand un cas est grave, eh bien, il porte atteinte à la fois à la régularité, au texte, mais aussi à la bonne gestion. Les cas d'observation les plus graves concernent davantage les régions, 25% des observations, les communes, 23% des observations, les départements sont à la moyenne à 21%, les groupements sont au-dessous avec seulement 16%, donc ils ont des comportements finalement plus intéressants, plus positifs, si vous voulez. Deuxième partie de l'étude, regardons, si vous le voulez bien, les différents domaines. Dans quel domaine les observations des chambres régionales des comptes vont-elles intervenir? Les observations peuvent être classées par grands domaines selon les interventions des collectivités territoriales. L'étude en a dégagé 10 sur 1366 observations. 534 concernent la comptabilité et les affaires budgétaires, 255 les ressources humaines, 121 les politiques publiques. Alors les politiques publiques, c'est l'eau, l'assainissement, l'action sociale, l'éducation, la sécurité, l'action économique, l'aménagement, l'urbanisme, les transports, c'est tout ça. 80 observations sur l'information des élus, 83 sur l'intercommunalité, 69 sur les modes de gestion des services publics, 64 sur le vote et le contrôle, 56 sur la situation financière de la collectivité, 55 sur les marchés publics et 49 sur les contrôles, notamment absence de contrôle interne dans la collectivité. Pour reprendre tout cela en ne retenant que ce qui est essentiel, pour résumer, 67%, soit les 2/3 de toutes ces observations définitives des chambres régionales des comptes, portent sur 3 grands domaines. 39% des observations portent sur la qualité comptable et budgétaire, puisque, comme vous le savez, cet examen de gestion part des comptes. C'est à partir des comptes, à partir des documents, que va se faire ce contrôle. 19%, ça va porter sur la gestion des ressources humaines et 9% sur les politiques publiques. Et 33%, c'est tout le reste réparti, vous l'avez vu, entre des observations dans des domaines pour lesquels les choses sont moins importantes. Ces tendances sont confirmées par les domaines des observations les plus graves. Les observations les plus graves sont très concentrées dans les 2 premiers domaines. 61% des observations les plus graves portent sur comptabilité et budget. 24%, quasiment le quart, portent sur la GRH. Le reste ne fait que 15% et c'est encore plus éparpillé. On va donc se concentrer sur les 2 domaines principaux de ces observations définitives des chambres régionales des comptes, à savoir tout d'abord la comptabilité et le budget, et ensuite les RH.
Je n'aurai pas le temps de parler du reste, ça prendrait beaucoup trop de temps par rapport à ce qui nous est imparti. D'abord, la qualité comptable et budgétaire. C'est finalement la Chambre régionale des comptes qui vérifie la régularité, la fiabilité, la sincérité des comptes. Elle vérifie aussi l'élaboration, l'exécution du budget. Et tout cela donne lieu à des observations extrêmement précises qui reviennent souvent. D'abord, les collectivités locales ne font pas correctement leurs inventaires du patrimoine, et ça ressort des rapports d'observation définitive. Il y a discordance entre l'inventaire physique, l'inventaire de l'ordonnateur, du comptable, avec des problèmes sur les amortissements. On n'utilise pas toujours la bonne méthode, on ne met pas les délibérations fixant les méthodes d'amortissement. On sous-valorise le patrimoine. Il y a absence de transfert des immobilisations en cours, compte 23, vers le compte 21. Ça paraît idiot, mais ça fausse le bilan et ça va retarder l'amortissement. Donc, on a une série de points précis. La dette et la trésorerie, des erreurs d'imputation, des absences de provision. Quand on sait que la provision pour litige et contentieux est une provision obligatoire à partir du moment où il y a eu ouverture d'un contentieux. Et donc, on a quand même des graves problèmes au niveau des provisions. Les taux d'exécution des dépenses d'investissement qui apparaissent, selon l'étude, à 52%. Autrement dit, les dépenses d'investissement, on les prévoit comme on peut et finalement, on ne les exécute pas. Et les chambres régionales des comptes disent tout le temps, il faudrait que vous fassiez un programme pluriannuel d'investissement, il faudrait que vous fassiez une programmation sur plusieurs années pour pouvoir y arriver. Et non, la méthode moderne n'est pas toujours choisie par les collectivités locales. Les restes à réaliser, c'est pareil. Les restes à réaliser, ils doivent être sincères. Les restes à réaliser ne le sont pas toujours. Et quand la Chambre régionale des comptes le voit, eh bien, elle le dit et elle espère que ces anomalies seront rectifiées. Les APCP, on en a parlé, autorisation de programme, crédit de paiement, eh bien, sont mal comptabilisés. On a un certain nombre d'opérations d'investissement pour lesquelles eh bien, la collectivité ne sait plus, n'a pas fait le compte de toutes ces autorisations de programme valables sur plusieurs années et au bout d'un moment, elle ne fait pas le point chaque année au moment du débat d'orientation budgétaire et elle ne sait plus très bien où elle en est de ces opérations d'investissement. Voilà pour le premier domaine, le domaine de comptabilité et de budget. Deuxième domaine, les RH, les relations humaines, les ressources humaines. Finalement, là aussi, on va trouver, même s'il y a moins de cas, quand même pas mal de choses qui reviennent souvent. La première chose qui revient, eh bien, ce sont les questions sur le temps de travail. Temps de travail inférieur à la durée légale de 1607 heures par an. On voit dans des collectivités du temps de travail qui est très nettement en dessous de la moyenne. Alors, le dénoncer, c'est utile, mais la Chambre régionale des comptes ne se contente pas de cela. Elle regarde si oui ou non il existe un contrôle du temps de travail, et ce n'est pas toujours le cas. La Chambre régionale des comptes fait aussi le calcul du coût de l'absentéisme. L'absentéisme coûte cher à une collectivité locale. On trouve dans les collectivités locales des personnes à qui on a dit ne venez plus à la collectivité parce que finalement ça contamine ceux qui veulent travailler et vous écoutez trop la radio au bureau, c'est embêtant. Je caricature un peu, mais quand on connaît le nombre de personnes que ça représente, dans certaines collectivités, pas la majorité, ça pose problème. La Chambre régionale des comptes a une utilité. Elle calcule en nombre d'équivalents temps plein ce que ça coûte dans la masse salariale. Elle regarde aussi comment finalement les recrutements sont faits.
Elle regarde comment les avancements sont faits. Et les avancements sont souvent réalisés à l'ancienneté minimale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on remplit les conditions, il y a automatiquement un avancement. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les collectivités locales. Mais quand c'est le cas, la Chambre régionale des comptes a bien raison de le dénoncer. L'un des points qui pose problème, c'est finalement les primes. Les primes qui sont versées au personnel, et les chambres régionales des comptes signalent dans leur rapport qu'elles doivent respecter 4 principes. Elles rappellent à l'ordre les collectivités en leur disant comment on doit faire. Première règle, toute prime ou indemnité doit relever d'une délibération. Comment est-ce qu'une prime peut être payée sans qu'il y ait une délibération? L'organe délibérant doit s'être prononcé. Deuxième règle, le niveau doit être plafonné avec le principe de parité avec la fonction publique de l'État. Troisième règle, les primes doivent reposer sur un texte. Pas de prime sans texte. C'est la question de la légalité, de la régularité. Et enfin, quatrième règle, lorsqu'il existe une modulation possible dans la limite d'un plafond ou d'une enveloppe, l'ordonnateur doit fixer nominativement sa quotité. Et donc, ces questions de gestion des ressources humaines font l'objet de très nombreuses observations des chambres régionales des comptes qui obligent les collectivités locales à changer de méthode, à avoir une méthode finalement plus rationnelle, plus transparente, plus conforme à l'esprit des textes. Et on sait que tout cela coûte très cher. Ainsi, une communauté d'agglomération versait une prime à tous les agents en mai et en novembre. C'est pas mal, au mois de mai, vous avez la prime, et ensuite, en novembre, un petit peu avant Noël, comme ça, vous pouvez acheter les jouets des enfants avec 50%, avec des réductions que font les grandes surfaces. Le coût pour la communauté d'agglomération était quand même de 1,5 million par an, sans base légale. C'est embêtant. Sans base légale, 1,5 million, ça fait quand même un peu gros. Alors les chambres régionales des comptes, elles sont embêtantes, elles empêchent de tourner en rond, mais il me semble qu'elles permettent aux collectivités locales de prendre le chemin de la vertu, le chemin de la bonne gestion. Mais les chambres régionales des comptes, il ne faut pas les critiquer. Quand on regarde comment elles sont gérées, on sait que depuis 2015, elles sont à l'équilibre. Depuis 2016, elles dégagent des excédents. Et on prévoit que ces excédents seront encore plus gros et ça permettra de baisser le déficit de l'État. Donc les chambres régionales des comptes, il ne faut pas non plus les accuser de tous les maux et dire qu'elles ne font que voir négativement les choses. En effet, si l'on regarde l'étude, eh bien, il y a une notation de la situation financière des collectivités locales. Selon ces rapports d'observation, on s'aperçoit que dans 25% des collectivités locales, eh bien, elles sont notées en négatif. 14% sont notées de manière équilibrée, ça va, même s'il y a des petits problèmes, ça sera compensé par des points positifs. Et il y a 61% de collectivités locales pour lesquelles c'est positif. Donc, ne noircissons pas le tableau. Les observations définitives des chambres régionales des comptes permettent de mesurer d'où viennent les difficultés. Et là, on voit le contraste entre les différents niveaux. Pour les communes, c'est elles qui ont les 29% de négatifs, vous voyez, avec du très négatif, mais elles sont pour 15% à l'équilibre et elles sont à 55,5% en positif avec du très positif. Donc les communes, il y a du très mauvais, mais il y a aussi du très bon. Donc il ne faut pas dire que les communes sont mauvaises, c'est très réparti. Les départements, c'est l'inverse. Les départements, il n'y a pas de très mauvais, mais il n'y a pas non plus de très bon. C'est écrasé, il y a 37,5% de négatifs, 12,5% d'équilibrés et 50% de positifs. Donc il y a plus de positifs que de négatifs. Et les deux niveaux qui ont de bonnes situations sont les régions, 66% de notation positive, les EPCI, 77% de notation positive. Donc
l'utilité de l'examen de gestion, c'est finalement de permettre aux collectivités locales de s'améliorer, de s'engager sur une démarche vertueuse en suivant les préconisations des experts des finances locales. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.